кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Welcome to hell! Dans cette vidéo, je vous emmène dans les abysses des mercenaires russes au Mali. Очистим мир от нечисти. J'ai commencé par enquêter sur une bataille dans le désert du Sahel dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais dont les images ont fait le tour du monde. En juillet 2024, pendant près de 3 jours, des Touaregs alliés à des groupes djihadistes ont attaqué un convoi de mercenaires et de soldats maliens. Et pendant ces combats, un homme très important de la propagande russe a été tué. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, on a étudié des dizaines d'articles, des rapports, mais aussi plusieurs centaines de vidéos postées sur des comptes Telegram et sur des sites internet russes. Je vous emmène dans la face cachée du groupe paramilitaire Wagner en Afrique. Comme d'habitude, c'est pas un sujet facile, donc accrochez-vous. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous faire un petit message parce qu'on approche bientôt du 1 million d'abonnés et je sais que vous êtes beaucoup à regarder mon travail sans être abonné à la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez soutenir mon travail, ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Wagner, c'est une société privée de mercenaires fondée en 2014 pour servir les intérêts de la Russie à l'étranger. Cette organisation paramilitaire lui permet d'intervenir sans reconnaître officiellement sa présence dans les pays où elle opère. Et il y a 2 leaders importants dans l'univers de Wagner. D'abord Yevgeny Prigojine, un oligarque proche de Vladimir Poutine. C'est lui qui finançait et dirigeait l'organisation. Et après, il y a Dmitry Utkin, un ancien officier des renseignements. Pour ses services, il a même été décoré par le président russe. Il était aussi connu pour être un grand admirateur d'Adolf Hitler. Il a gravé dans sa chair plusieurs symboles du Troisième Reich, comme la rune double sig qui est le symbole des militaires SS de l'Allemagne nazie. Depuis leur création, les mercenaires de Wagner ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans plusieurs pays à travers le monde, comme la Centrafrique, la Syrie, l'Ukraine ou encore le Mali. Partout où ils passent, ils torturent et massacrent des populations civiles et sont considérés comme un groupe terroriste dans plusieurs pays. C'est aussi pour cette raison que pendant très longtemps, l'État russe a nié tout lien avec le groupe paramilitaire, c'était son armée de l'ombre. Et Wagner, ce n'est pas seulement des combattants, c'est aussi des symboles et de la propagande. Rien que le nom du groupe, c'est une référence à l'admiration qu'Adolf Hitler portait au compositeur Richard Wagner. Sur ces affiches de recrutement, on peut voir que les mercenaires se désignent eux-mêmes comme des musiciens, que leurs unités seraient des orchestres et leurs opérations des concerts. Il y a certains symboles qui vont revenir plusieurs fois dans cette vidéo, beaucoup sont associés au nazisme, mais il y a aussi la masse et ce signe de ralliement avec la main que je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Tous ces éléments sont hyper importants pour comprendre les mercenaires. Avant d'aller plus loin, il faut d'abord que je vous explique comment Wagner est arrivé au Mali, et pour ça il faut remonter en octobre 2011. Cette année-là, dans le nord du pays, plusieurs groupes Touaregs s'arment et se rassemblent pour créer un mouvement indépendantiste, le Mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA. L'Azawad, c'est cette grande région désertique du nord du Mali dont une partie de la population Touareg se sent isolée et marginalisée par les dirigeants du pays. Eux, ils réclament leur propre indépendance depuis la décolonisation dans les années 1960. En parallèle des Touaregs, on trouve aussi plusieurs groupes salafistes djihadistes comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, Ansar Dine, le Mujao ou encore Boko Haram. Eux, leur objectif, c'est d'instaurer un califat dans la région et d'appliquer la charia. Tous les groupes que je viens de citer, et les Touaregs aussi, sont responsables de crimes de guerre et d'exactions contre les populations civiles du Mali. Au début de l'année 2012, les rebelles Touaregs et les groupes djihadistes lancent une offensive depuis le nord du Mali. Ils arrivent à conquérir plusieurs villes face aux forces armées maliennes qu'on appelle aussi les FAMA, et très vite, ils menacent de descendre vers la capitale, Bamako. À l'époque, le pouvoir malien en place avait alors demandé l'aide de la France, ce que le président François Hollande avait accepté.
Il y a eu ensuite les opérations Serval puis Barkhane pour lutter contre les groupes djihadistes dans le pays et dans la région du Sahel. Mais pendant presque 10 ans, ils vont résister à l'armée malienne et la France alors que la situation sécuritaire, elle, continue de se dégrader. Avec le temps, une partie de la population malienne commence à accuser l'armée française de ne rien faire. À l'époque, il y a même des messages sur les réseaux sociaux qui sont énormément partagés, qui affirment qu'elle laisserait délibérément prospérer les groupes djihadistes pour justifier sa présence dans la région. Et c'est au début de l'année 2021 qu'un événement en particulier va vraiment marquer une rupture avec la population locale. Le 3 janvier, 2 avions Mirage français de l'opération Barkhane frappent un village du centre du Mali. Tout de suite, l'armée française affirme avoir tué une trentaine de combattants islamistes, mais après une enquête de terrain, la MINUSMA, c'est la mission de l'ONU au Mali, elle conclut que la frappe a touché un groupe composé majoritairement de civils qui assistaient à une fête de mariage, tuant 19 d'entre eux. Ce massacre, combiné au ressentiment envers l'opération Barkhane et le passé colonial de la France, vont définitivement retourner l'opinion malienne. Quelques mois plus tard, en mai 2021, alors que les relations diplomatiques entre le Mali et la France sont extrêmement tendues, il y a un coup d'État et le colonel Assimi Goïta prend le pouvoir. Dans la foulée, la France suspend temporairement sa coopération militaire et annonce unilatéralement la fin de la mission Barkhane le 17 février 2022. La France et ses partenaires ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Mais déjà quelques mois auparavant, vers la fin 2021, des tentes apparaissaient juste à côté de l'aéroport de Bamako. Sur ces images satellites, on peut voir l'apparition d'un campement avec plusieurs tentes et leur nombre augmente au fur et à mesure des mois. Ces photos, en fait, elles documentent l'arrivée de Wagner au Mali et la construction de leur première base dans le pays. Et c'est vers la même période que des courtes vidéos anti-françaises sont énormément partagées sur WhatsApp en Afrique et sur les réseaux sociaux. Des dizaines de comptes pro-russes s'en emparent aussi pour leur propagande. Nous sommes les démons de Macron. À bas l'impérialisme. À bas la France. C'est ma maison maintenant. Dégage. En fait, il faut savoir que depuis longtemps, il y a une guerre informationnelle entre la France et la Russie sur les réseaux sociaux en Afrique. La France parce qu'elle cherche à maintenir ses positions et la Russie parce qu'elle veut étendre son influence sur la partie francophone du continent. Cette stratégie et la présence de Wagner sur place permettent à Vladimir Poutine de s'implanter dans un pays qui est riche en ressources comme l'or et l'uranium. Et en général, dans les zones où les mercenaires opèrent, ils proposent des services de sécurité et de renseignement. En échange, ils sont payés à la fois avec l'argent des États, mais aussi souvent avec des ressources naturelles comme des concessions minières. En 2023, un autre événement majeur va changer beaucoup de choses pour Wagner. À l'époque, l'organisation paramilitaire est aussi déployée sur le front en Ukraine pour soutenir l'armée russe qui est en difficulté, et les mercenaires deviennent vite indispensables en remportant des batailles stratégiques et symboliques comme celle de Bakhmout. Сегодня мы взяли Бахмут. С 25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку. Et face à leur popularité grandissante et leur influence, Vladimir Poutine décide de faire passer un décret qui allait obliger les organisations paramilitaires à signer un contrat officiel avec le ministère de la Défense. C'était une manière pour le président russe de récupérer du pouvoir sur Wagner. Mais Yevgeny Prigojine ne voulait pas perdre le contrôle de sa société privée qui rapportait des dizaines de millions de dollars par mois. Il décide alors de lancer une rébellion contre le ministère de la Défense en juin 2023 et avec des milliers de soldats, il commence à marcher vers Moscou. Rien ne semblait pouvoir arrêter les mercenaires, mais finalement l'opération n'aboutit pas et pour des raisons qu'on n'a jamais vraiment su, les mercenaires ont fait demi-tour alors qu'ils n'étaient qu'à 200 km de la capitale. 2 mois plus tard, en août 2023, Yevgeny Prigojine réapparaît dans une vidéo au Mali. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. 2 jours après la diffusion de la vidéo, Yevgeny Prigojine et son bras droit Dmitry Utkine meurent tous les deux officiellement dans un crash d'avion. Это беспилотник. Сбили, бабахнуло 2 раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. Cette version d'un accident, elle est évidemment largement contestée. Pour beaucoup de services de renseignement, c'est Vladimir Poutine qui les aurait fait éliminer.
Quelques mois plus tard, en novembre 2023, un nouveau chef a été mis à la tête de Wagner, mais c'est le pouvoir russe qui est aux commandes, et avec l'armée malienne, il décide de lancer une offensive dans la région de l'Azawad, au nord du Mali, pour récupérer des territoires aux rebelles touaregs et aux djihadistes. Ils arrivent notamment à reprendre la ville stratégique de Kidal, qui était un bastion important des touaregs. Dans cette vidéo, on peut voir le fort de Kidal, construit sous la colonisation française, où les mercenaires de Wagner hissent leur drapeau noir. Sur la paroi, on peut distinguer l'inscription 1W9, qui est en fait un hommage à Yevgeny Prigojine, dont le nom de guerre était premier. 9, c'était celui de Dimitri Oudkine, qui s'appelait 9e. Le W représente le groupe Wagner. Les mercenaires dans cette vidéo, ils font partie de la 13e unité d'assaut de Wagner. Beaucoup d'entre eux, ce sont des combattants expérimentés qui ont été déployés dans plusieurs zones de conflit comme la Libye, la Syrie ou l'Ukraine. C'est des zones où systématiquement les mercenaires ont été accusés de crimes de guerre contre des civils. Un des commandants de cette 13e unité d'assaut au Mali s'appelle Ruslan Petrovitch Zaprutsky, alias Ruzik. C'est un vétéran décoré de l'armée russe et c'est lui qui filme la vidéo devant le fort de Kidal. On a retrouvé une interview dans laquelle il parle de son bataillon. Что такое 13-й штурмовой отряд? Это коллектив, сложившийся из бойцов группы Вагнера, сплоченных общей идеей, общим восприятием мира, а именно очищать наш мир от нечисти. Это наш долг перед нашей землей, перед нашими детьми, перед нашими предками. Очистим мир от нечисти. La 13e unité d'assaut, elle a aussi son propre canal Telegram. Là, c'est son drapeau, composé d'un soleil noir et d'une rue nodale, qui sont deux symboles utilisés sous le Troisième Reich par les soldats de la Waffen-SS. Il y a aussi la masse, symbole important de Wagner. Sur leur compte, c'est souvent de manière triomphante qu'ils se mettent en scène, et c'est avec eux que l'armée malienne progresse dans le nord du pays. Mais c'est justement cette 13e unité d'assaut qui va se faire massacrer juste ici, à Tinzaouaten, à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Kidal. Pendant l'été 2024, dans le nord du Mali, on retrouve toujours plusieurs acteurs de ce conflit armé. D'un côté, il y a les rebelles touaregs qui se battent toujours pour l'indépendance de leur région, l'Azawad. Et on retrouve certains groupes salafistes djihadistes affiliés à Al-Qaïda dont je vous parlais au début, qui sont regroupés sous le nom de GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou JNIM en arabe. C'est donc contre le GSIM que pendant l'été 2024, les FAMA, les soldats maliens et les mercenaires russes lancent une vaste opération au nord du Mali. Et dès le début du mois de juillet, des massacres commis par Wagner et les FAMA sont recensés contre des civils de l'Azawad. Par exemple, à Ebebara, dans la région de Kidal, c'est près de 60 corps qui sont retrouvés. Des points d'eau auraient aussi été détruits, d'autres empoisonnés pour tuer le bétail et priver les familles de leurs moyens de subsistance. Ils reprennent ensuite plusieurs villages comme Inafarak avant de se diriger vers Tinzaouaten à la frontière algérienne. Sur les réseaux sociaux et Telegram, il y a plein de comptes tenus par des pro-Touareg ou des pro-Wagner qui se clashent directement sur Internet. C'est notamment le cas le 24 juillet 2024 où on peut trouver des messages annonçant une possible bataille à Tinzaouaten. Il y a notamment ce compte qui annonce que la nuit sera très longue pour ceux qui se réclament oncles, ils vont rencontrer leur père biologique. Le mot « oncle », c'est un mot qui va revenir aussi, c'est une référence au surnom que se donnent les mercenaires russes entre eux dans les pays africains. C'est clairement une référence raciste et coloniale du blanc qui serait un protecteur des populations africaines. Et en réponse à ce message, dans un canal Telegram pro-Wagner, il y a ce message qui se moque des rebelles touaregs en les comparant à des bergers et qui a l'air de confirmer l'imminence d'une bataille. Et effectivement, dès le lendemain, les premiers combats éclatent. Ça se passe sur la route entre Bouguessa et Tinzaouaten que les Maliens et les Russes veulent reconquérir. Le convoi de Wagner, il est composé de camions et de pick-up. Et sur la route, ils doivent passer par le lit d'une rivière asséchée. C'est à ce moment-là que l'embuscade commence. Sur les vidéos, on peut voir des combattants touaregs et djihadistes arriver de partout dans le désert.
Et dès le début des combats, un élément va jouer un rôle important en faveur des Touaregs, une tempête de sable. Pendant une journée, elle va considérablement limiter l'appui aérien et les renforts que peuvent recevoir les Russes. En les écoutant, on comprend très vite qu'ils ont prévu de se battre pendant plusieurs jours. C'est fou, mais ils ont quasiment tout filmé. Sur le plan militaire, l'embuscade est quasiment parfaite. À 2 reprises, les mercenaires vont essayer de fuir avec ce qu'il leur reste de véhicules, mais à chaque fois, les Touaregs et les djihadistes les encerclent rapidement et les pilonnent avec des mortiers et des tirs d'armes automatiques. Sur ces images, on peut apercevoir un hélicoptère qui était venu pour aider le convoi. Mais il a été pris pour cible, il a dû battre en retraite et faire un atterrissage d'urgence dans un autre village. Après 3 jours de combat, on commence à apercevoir dans les vidéos des colonnes de fumée. Les échanges de tirs sont presque terminés et c'est le 27 juillet 2024 que les rebelles Touaregs commencent à diffuser sur les réseaux sociaux les images qui montrent au monde entier une des plus grandes défaites de Wagner en Afrique. On a dû flouter la plupart des images parce que dans ces vidéos, on peut voir plusieurs dizaines de corps de mercenaires et de soldats maliens. الله اكبر انت قرص الله خلاص انت الفاغنيري يسمى الله تثقل من فوق. Les véhicules en feu ont permis de retrouver l'emplacement exact de la bataille grâce à des photos satellites. Sur ces images, on peut encore voir les traces de 6 des véhicules qui ont été brûlés. Dans cette autre vidéo, les vainqueurs célèbrent leur victoire. Ils s'emparent du matériel et des véhicules blindés. Ensuite, sur plusieurs vidéos, on peut les voir achever des hommes à terre, blessés et désarmés. Achever des soldats qui sont blessés, désarmés ou qui se seraient rendus, ce sont des crimes de guerre que les Touaregs ont volontairement choisi de montrer au monde entier. Une scène hallucinante a aussi été filmée. Un mercenaire de Wagner qui faisait semblant d'être mort se relève soudainement. Dans la panique, il essaye de s'enfuir et de se défendre avec une pierre, mais il est immédiatement abattu sur place. Les rebelles Touaregs ont aussi fait prisonnier des soldats de l'armée malienne, dont cet adjudant-chef qui est interrogé. Dis-moi, qui donne les ordres de tuer les civils à n'importe où? Vous tuez, vous gorgez les enfants, vous gorgez les femmes. C'est le Wagner. Il y a combien de Wagner dans cette mission? Le Wagner est sans fou. Est-ce qu'il y a 10 personnes, les femmes? Les femmes, ils sont au nombre de 12. 12 seulement? 12 seulement. L'effectif, les autres, c'est les Wagner? Les autres, c'est les Russes, les Wagner Les là. Russes? Tous les restes, ce sont des Wagner. 2 Russes sont aussi fait prisonniers après la bataille. On a retrouvé des images d'eux. Ils sont frappés à plusieurs reprises.
Et dans une autre vidéo, ils ont les yeux bandés et sont maltraités. Des images plus tard montrent un des prisonniers russes blessés demander de l'aide. Очень больно, немеет. А мне бы еще ноги себе обработать. Там напролетало. Я еще даже не смотрел, что там. Я же доктор. Les chiens, là, tu comprends ce qu'il dit? Le monsieur là? Hein? Non, moi je ne comprends pas. Non, c'est pas un monsieur, ça c'est le chien. C'est pas un monsieur. C'est un chien. Aujourd'hui, on ne sait pas si les prisonniers russes sont toujours en vie et un des soldats maliens est lui mort en captivité 1 an plus tard. Toutes ces images, elles ont massivement circulé sur les réseaux sociaux africains et elles ont fissuré l'un des piliers de la propagande de Wagner sur le continent, leur réputation d'invincibilité. En fait, avant, c'était plutôt eux qui contrôlaient la guerre de l'image et cette bataille a tout changé. C'est difficile d'avoir un bilan exact du nombre de morts pendant cette attaque. Il y aurait entre 50 et 80 mercenaires russes qui ont été tués, entre 20 et 50 soldats maliens, ainsi qu'une vingtaine de morts du côté des rebelles Touaregs. Le commandant Ruzik, lui, est toujours en vie, il n'était pas avec ses hommes et juste après la bataille, il a même supplié le ministère de la Défense russe sur Telegram afin qu'ils envoient des renforts, mais il était déjà trop tard. 2 mois plus tard, un nouveau convoi arrive à récupérer les corps des mercenaires. Plusieurs publications sur des comptes Telegram de Wagner annoncent l'enterrement des combattants russes. Et c'est comme ça qu'on a pu en identifier plusieurs dizaines morts à Tinzaouaten. Et parmi eux, il y en avait un qui était très important pour le groupe paramilitaire. L'homme sur cette photo, c'est Nikita Fednianin. Son nom ne vous dit sûrement rien, mais c'était un mercenaire qui a combattu en Syrie puis en Ukraine avant d'aller au Mali, et c'était une des personnes les plus influentes de la propagande de Wagner sur Internet. On a su qu'il avait été tué grâce à des comptes Telegram de propagande russe, et ça a été confirmé ensuite quand les Touaregs ont diffusé sur les réseaux sociaux les images de la GoPro que portait Nikita dans la bataille de Tinzaouaten. Dans ces vidéos, on peut entendre Nikita parler avec les soldats maliens. Il a pu être identifié grâce à plusieurs détails. Il y avait notamment sa montre couleur sable qu'il portait au poignet droit, mais aussi son foulard reconnaissable et ses gants. Faut savoir que Nikita Fednianin, il diffusait régulièrement des images sur le terrain avec l'armée malienne pour servir la propagande russe. Mais cette fois-ci, ce sont les Touaregs qui ont posté ces vidéos pour se moquer de lui et des mercenaires. C'est une victoire symbolique pour eux, en plus de la victoire militaire, parce que Nikita Fednianin, en fait, c'était l'administrateur principal du canal Telegram le plus important de Wagner, Grayzone. En 2024, le compte était suivi par plus de 350 000 personnes, ce qui est énorme pour Telegram. Et pour que vous vous rendiez compte de l'importance stratégique de Grayzone, il suffit de regarder l'historique encore visible de certaines publications. Par exemple, dans la soirée du 23 février 2022, la veille de l'invasion de l'Ukraine et 7 heures avant l'allocution officielle de Vladimir Poutine qui annonçait le début de l'offensive, Grayzone publie sur Telegram et Twitter ces messages. « Êtes-vous prêts ?» ou encore « Nous arrivons », accompagné d'une photo de soldats dans un hélicoptère. C'est aussi dans ce canal qu'est diffusée fin 2022 une vidéo d'exécution qui va faire le tour du monde. Sur ces images, on voit un homme avec la tête scotchée à une pierre. Il est accusé d'être un déserteur russe qui aurait transmis des informations à l'Ukraine, et pour terroriser d'autres soldats qui voudraient trahir l'armée russe, cet homme est exécuté à coups de masse. Il y a un autre exemple qui peut aussi avoir de l'importance, surtout pour nous en tant que Français. D'après une enquête de l'ONG d'investigation, l'OCCRP, le canal Grayzone a aussi servi à recruter en Europe des personnes pour des opérations d'espionnage, de sabotage, voire d'assassinat. En avril 2024, le canal avait par exemple diffusé en français un appel à recruter des informateurs. Nous avons besoin de bases de données sur les militaires, les forces de l'ordre et les services de renseignement de la France, et aussi sur les habitants de la France. Et à l'époque, on sait, et c'est documenté, qu'il y avait des tentatives d'ingérence russe en France pour essayer de monter les communautés les unes contre les autres, notamment l'affaire des étoiles de David bleues, taguée à Paris en octobre 2023. On sait aujourd'hui que c'était une opération des services de renseignement russes, et c'est la même chose pour l'affaire des mains rouges taguées devant le mémorial de la Shoah, apparue quelques mois plus tard, en mai 2024. Ça aussi, c'était de l'ingérence russe.
Après, est-ce que les hommes qui ont commis ces actes ont été recrutés sur Grayson? C'est pas prouvé, mais certains de ces messages du canal Telegram permettent quand même de montrer à quel point Grayson, c'était un vrai outil d'influence, de menace, de mise en scène de la violence et aussi de recrutement. Et une fois que son administrateur Nikita Fenianin a été tué à Tinzaouaten, le canal s'est arrêté quasiment au même moment et la Russie a donc perdu un élément hyper important de sa propagande. Et à ce moment-là, on se demande qui va reprendre le flambeau. Quelques mois après la bataille de Tinzaouaten, un canal Telegram commence à prendre de l'ampleur. Il s'appelle les White Uncles in Africa ou les oncles blancs en Afrique. Et ce compte, il n'était pas caché, certaines de ses publications avaient déjà été partagées sur le canal Grayson, mais juste après la bataille, on a remarqué que son nombre d'abonnés avait doublé en seulement quelques jours, passant de 25 000 à plus de 50 000. C'est énorme en sachant qu'il n'est pas forcément facile à trouver, et ça veut dire que c'est peut-être la relève de Grayson. Les mois passent et 1 an plus tard, juste avant l'anniversaire de la bataille de Tinzaouaten, il y a désormais quasiment 100 000 personnes sur le canal, et le 21 juillet 2025, un administrateur poste cette publication. C'est une invitation officielle à participer à un rallye commémoratif pour rendre hommage aux mercenaires russes morts au Mali. Et ce rallye, il se passe en Russie, dans les alentours du village de Molkino, dans la région de Krasnodar. En fait, dans cette région, il y a 3 lieux très importants pour le groupe paramilitaire, un site d'entraînement, une chapelle et un cimetière dans lequel il y a plein de pierres tombales taillées en pyramide pour les mercenaires tués au combat. À partir d'une analyse des images satellites, on peut voir qu'un cimetière préexistant a été agrandi pour accueillir de nouvelles tombes, et quand on consulte le cadastre russe, on peut aussi deviner qu'une future extension est prévue. Вот, я хотел сказать вам всем очень большое спасибо, что сегодня вы все приехали. La centaine de personnes venues commémorer les morts vont ensuite dans une chapelle devant laquelle aujourd'hui il y a 2 statues, celle de l'ancien patron Yevgeny Prigojine et son bras droit Dimitri Oudkine. Puis ensuite ils vont à l'intérieur pour se recueillir. Cette vidéo postée dans White Uncles in Africa, en fait elle montre que la propagande de Wagner n'a pas disparu, elle a juste changé de relais et de canaux. Sur le compte, on retrouve tous les signes de l'univers des mercenaires, comme la masse sur ses drapeaux et le signe de la main. Des symboles qu'on a aussi vus dans plusieurs clips qui rendent hommage aux mercenaires. Pour comprendre tous ces symboles qu'on voit dans l'imaginaire de Wagner, le signe de la main, la masse et l'utilisation du mot jumbo, en fait il faut remonter à une des vidéos les plus horribles jamais filmées par les mercenaires, c'était en 2017 en Syrie. À l'époque, ils avaient torturé un déserteur de l'armée syrienne de Bachar al-Assad avant de l'achever à coups de masse et de le décapiter. Pendant cet acte inhumain, un mercenaire avait fait ce signe de la main et prononcé le mot jumbo. Jamba, Jamba, нет, Jamba, о, Jamba, да, это, блядь, знак наемников. Et en fait, c'est une référence à un film de guerre américain qui se passe en Libye, réalisé par Michael Bay en 2016. You know Jumbo, yeah? Jamba, Jamba, нет, Jamba, о. Cette vidéo, elle avait circulé sur internet et c'est notamment avec elle que beaucoup de gens ont découvert Wagner et leur cruauté absolue. Et donc c'est ce niveau de barbarie qui se cache derrière tous les symboles et les signes que vous avez vus depuis le début de la vidéo. Ils sont hyper fiers de ces actes et ils les revendiquent partout, tout le temps. On sait que ce clip il a été réalisé avec l'accord de Wagner parce qu'on peut voir plusieurs commandants, dont Ruzik, sur cette image. Du coup, on s'est un peu intéressé à l'artiste et en fait, il a l'air assez proche des mercenaires. Ici, on peut le voir avec le commandant Ruzik et ensuite, il fait des selfies avec plein de combattants. On a vu aussi qu'il a des comptes sur toutes les plateformes comme Apple et Amazon Music, Spotify ou encore Deezer. Sur ces services de streaming, on peut donc écouter des titres à la gloire d'un groupe qui commet des crimes de guerre. Sur Spotify en particulier, on a même trouvé une méta Wagner avec des dizaines de playlists. Après avoir découvert ces titres et regardé toutes ces vidéos, on se demande qui se cache derrière ce canal Telegram. Et en fait, c'est le collectif d'investigation Bellingcat qui l'a trouvé en premier et qui a révélé son identité. Приветствую вас всех. Я организатор сегодняшнего автопробега «Белые дяди в Африке», админ
Сегодня мы устраиваем автопробег в память о погибших сотрудниках Вагнера, погибших ровно год назад в Мали. Они попали в засаду. Cet homme, il s'appelle Roman Morin. C'est un ancien militaire russe passé par Wagner qui est connu pour ses idées néo-nazis. Et à la suite de l'enquête de Bellingcat, il a lui-même assumé publiquement qu'il était l'administrateur du canal Telegram. En cherchant un peu plus, on s'est rendu compte qu'il possédait un autre compte qui s'appelle H8 Core. H8, ça veut dire hate en anglais, c'est-à-dire haïr, et le suffixe core désigne une appartenance radicale à une idéologie, et donc accolé à H8, ça veut dire la haine comme identité centrale. H8 a même un double sens parce que dans les milieux néo-nazis, le 8 fait souvent référence à la 8e lettre de l'alphabet qui est le H, et donc H8 c'est aussi HH, soit Heil Hitler, le salut nazi. En creusant un peu, on se rend même compte que H8 Core en Russie, c'est carrément une marque avec ses propres réseaux sociaux. Elle a notamment un compte sur VK qui ressemble beaucoup à Facebook, où elle publie son catalogue comme ce t-shirt avec une croix celtique et l'inscription White and Proud, blanc et fier. En fait, Roman Morin, il se sert de son influence dans la communauté de Wagner pour vendre des produits dérivés à la gloire des mercenaires, mais aussi du nazisme et du suprémacisme blanc. Парни, сейчас вот только что в канале «Белые дяди в Африке» только что вышел фильм о походе ЧВК «Вагнер» на Азават. Il essaye aussi de se faire de l'argent avec le contenu ultra violent que les mercenaires de Wagner lui envoient depuis le terrain. Et là, je vais pas pouvoir vous montrer les images parce qu'il a créé un canal Telegram privé et payant dédié à la diffusion des exactions les plus sordides de Wagner. Au programme, torture, racisme, cannibalisme et une mise en scène assumée des crimes de guerre au Mali. Matteo Maillard, bonsoir. Bonsoir. C'est le journaliste Matteo Maillard qui a enquêté et qui a révélé l'affaire pour le média Jeune Afrique. Il a réussi à infiltrer ce canal Telegram payant et à collecter plus de 300 vidéos et 600 photos montrant des scènes de torture, de meurtre, de décapitation et même de cannibalisme. Par exemple, en mars 2022, ça fait que quelques mois qu'ils sont sur place et avec l'armée malienne, les mercenaires russes attaquent le village de Moura dans le centre du Mali. Pendant près de 5 jours, ils vont violer une 60aine de femmes et tuer au moins 500 personnes, dont 7 enfants. C'est le pire massacre de civils depuis le début du conflit malien et il y en a eu beaucoup d'autres. Plus récemment, au mois de juin 2026, un civil touareg a été démembré. Ils ont ensuite disposé les restes de son corps en forme de croix gammée. Dans l'enquête de Matteo Maillard, parmi toutes les preuves révélées, il y a notamment cette photo d'une mère et de ses 2 enfants pendus à un arbre, accompagnés de la légende suivante « Une famille se repose dans un arbre au Mali ». Depuis cette enquête, la chaîne a été fermée, mais ça vous donne quand même une idée de l'ampleur des atrocités qu'ils ont pu commettre en toute impunité pendant des années. Le 6 juin 2025, les mercenaires publient ce message sur Telegram. Mission accomplie, la PMC Wagner rentre à la maison. On a l'impression qu'ils annoncent que le groupe paramilitaire quitte le Mali, mais en réalité pas vraiment. Il a juste été remplacé par une autre organisation, l'Africa Corps, placée sous le contrôle de l'État russe, mais qui ressemble beaucoup à Wagner. Certaines estimations disent qu'entre 70 à 80% du personnel d'Africa Corps seraient des vétérans de Wagner. D'ailleurs, vous vous souvenez du commandant Ruzik ? On a trouvé son site internet créé début 2026 sur lequel désormais il recrute des futurs soldats. Pas des mercenaires, des soldats, c'est bien précisé que désormais l'unité de combat de Ruzik fait officiellement partie de l'armée russe. Et il a apparemment son propre canal de recrutement. Sur le site, il y a l'emblème de la 13e unité d'assaut des mercenaires avec le soleil noir, la rue nodale et la masse. Il y a d'autres choses qui m'ont interpellé, notamment le recrutement, parce que pour rejoindre une unité qu'il qualifie lui-même de légendaire, apparemment on peut postuler sans avoir aucune expérience. Парни, всех приветствую. Перед отправкой скажу вам пару слов. В жизни каждого мужчины судьба дает ему шанс и выбор. Либо приобщиться к чему-то большему, проявить себя, либо просто сидеть в стороне трутням, наблюдать за всем происходящим. Вы все свой выбор сделали. Ça c'est flippant parce qu'on sait qu'ils recrutent énormément dans les communautés les plus pauvres de Russie et à l'étranger, notamment dans des pays africains, en leur faisant miroiter argent et gloire. Il y a un collectif d'investigation qui s'appelle Impact qui a publié un rapport en février 2026 qui s'appelle le business du désespoir. Dans cette enquête, ils expliquent plein de stratégies de l'armée russe pour recruter en Afrique. Il y a évidemment l'argent, l'accès rapide à la nationalité, mais aussi des techniques moins connues comme de fausses offres d'emploi
des bourses d'études ou encore des agences de voyage qui jouent le rôle d'intermédiaires. Ces tactiques, elles sont utilisées partout sur le continent africain. Elles visent particulièrement les jeunes qui ont souvent beaucoup d'espoir. Et donc en général, ils se retrouvent dans des usines de fabrication de drones ou sur le front en Ukraine avec aucune expérience, alors que c'est une des zones de conflit les plus meurtrières du monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Je tiens à remercier particulièrement Mehdi Mia qui m'a aidé à faire cette enquête, Pablo Tessier-Verger et Théotime Massard qui l'ont montée. Je vous mets aussi en description toutes les sources journalistiques internationales dont on s'est servi pour raconter cette histoire, en particulier l'immense travail du collectif Impact qui enquête sur le groupe Wagner depuis des années. Avant de terminer, je voulais vous dire deux choses. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu passer mon dernier documentaire. C'est une immersion dans la bande de Gaza pendant 2 ans que j'ai co-réalisé avec un reporter palestinien incroyablement courageux qui s'appelle Souhail Nassar. Ce film, c'est un des projets les plus importants auxquels j'ai participé de toute ma vie. Je suis sûr que vous allez prendre une claque en le regardant, donc foncez le voir. Il est long, mais il vaut vraiment le détour si vous voulez comprendre ce que vivent les Palestiniens. Je vous mets un lien en description. La deuxième, c'est qu'on a sorti un nouvel épisode de ma série Fixers avec des reporters sur le terrain partout dans le monde. Il est disponible sur la nouvelle chaîne YouTube d'Arte et cette fois-ci, c'est Charbel Cherif, un journaliste libanais, qui vous raconte la journée du 8 avril 2026 où l'armée israélienne a bombardé plus de 100 fois le pays en l'espace de 10 minutes. Charbel était sur le terrain pour documenter les crimes de guerre d'Israël. Ces images, elles sont hyper importantes. S'il vous plaît, prenez le temps d'aller le voir pour vous informer sur ce qui se passe là-bas et à Gaza. On en parle de moins en moins et c'est vraiment important que ces sujets restent dans l'actualité. Sur ma chaîne On Lâche Rien, je reviens très bientôt pour vous parler de mes prochains projets documentaires que j'aimerais réaliser avec votre aide. N'oubliez pas de vous abonner, à très vite.